Imaginez un peu, un ancien président qui, au lieu de mobiliser des foules dans la rue, envoie une simple lettre. Oui, Une lettre sans aucun slogan politique, juste une stratégie juridique. Mais une stratégie si redoutable qu'elle pourrait faire vaciller un pouvoir en place depuis plus de 10 ans. c'est exactement la situation en Côte d'Ivoire. Cette offensive de Laurent Gbagbo contre le régime d'Alassane Ouattara. Et ce qui est incroyable, c'est que ce n'est pas juste un coup de com'. Non, pas du tout. C'est le début d'une offensive juridique vraiment méticuleusement construite. Les sources qu'on a analysées décortiquent chaque rouage. D'accord. L'objectif, c'est de comprendre comment le droit international, qu'on voit souvent comme un outil pour les puissants, peut être retourné. Retourner contre eux, en quelque sorte. Exactement. Comment il peut être utilisé comme une arme politique par celui qui, à l'origine, en a été la cible. On va donc plonger dans une bataille où les arguments juridiques remplacent les balles, où la haie devient le champ de bataille principal et où les accusateurs d'hier pourraient bien devenir les accusés de demain. C'est complexe. Alors allons-y, décortiquons tout ça. Allons-y. Pour commencer, c'est quoi exactement cette offensive J? Qu'est-ce qu'il y a dans cette fameuse lettre? Alors, la lettre, c'est le point de départ, le coup d'envoi si on veut. Elle vise le moment le plus symbolique du pouvoir, la prestation de serment du président Ouattara. Ah oui, le moment clé. Et elle pose une question d'une simplicité désarmante, mais juridiquement, c'est une bombe. C'est-à-dire? En gros, comment peut-on jurer de défendre la Constitution quand des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, commis sous votre autorité pour vous amener au pouvoir, restent totalement impunis? C'est très très habile. Donc au lieu de contester les élections, une bataille politique classique, Voilà. il attaque la légitimité morale et juridique du vainqueur. Il ne dit pas vous n'avez pas gagné. Il dit vous n'avez pas le droit de gouverner. C'est exactement ça. On déplace complètement le terrain de jeu. Et la question, elle n'est pas rhétorique, hein. Elle est faite pour exiger une réponse devant les instances internationales. Un piège en fait. L'analyse parle d'un piège juridique dont les mâchoires se referment progressivement. Parce qu'une fois la question posée, le silence ou l'inaction, ça devient une sorte d'aveu. Mais ce qui est fou, c'est que Gbagbo ne se pose pas juste en accusateur. Il utilise sa propre histoire, son propre acquittement par la CPI comme argument principal. C'est une pirouette assez audacieuse, non? C'est le cœur de sa logique imparable, pour reprendre les mots de l'analyste. Son message, en substance, c'est « Écoutez, j'étais président, chef des armées, et j'ai dû passer par la case CPI. Et j'ai été acquitté. J'ai été jugé pendant des années et acquitté. Alors pourquoi les règles changeraient pour mon successeur et pour les généraux qui ont agi sous ses ordres ?» Il retourne l'arme qui a été utilisée contre lui. Et il se présente comme le champion de l'égalité devant la loi. D'accord. La stratégie est posée, c'est clair, c'est puissant. Mais pour que ça marche, il faut des munitions, des preuves. Et c'est là qu'interviennent ces fameuses bombes à retardement dont parlent les sources, celles qui dormiraient dans les tiroirs de la CPI. C'est ça. On parle de dossiers criminels déjà constitués par les enquêteurs de la Cour, mais qui n'ont jamais été activés. Et ça concerne qui? La première catégorie, ce sont les commandants de zone. Pour bien comprendre, il faut se souvenir que la rébellion qui a porté Ouattara au pouvoir était dirigée par des chefs de guerre. D'accord. Chacun contrôlait une partie du territoire. Ces hommes, comme un certain shérif Ousmane, sont aujourd'hui des généraux, des piliers du régime. Et ils sont accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Ah, je vois le piège. Si Ouattara protège ses généraux, il endosse leurs crimes présumés. Mais s'il les lâche et les envoie à la haie, Il scie la branche sur laquelle il est assis. exactement. C'est un vrai dilemme sans issue. C'est un dilemme insoluble, oui. L'analyse est très claire là-dessus. Il y aurait un lien de commandement direct entre les actions de ces hommes et les décisions prises au sommet. Les abandonner, ce serait créer un précédent terrifiant pour les autres membres du régime. Qui pourraient être tentés de parler pour sauver leur peau. Voilà. La stratégie de Gbagbo ne vise pas directement le sommet de l'État, mais elle l'atteint en le forçant à un choix impossible. Pour que ce ne soit pas trop abstrait, est-ce qu'on a des cas concrets dans ces dossiers? Des exemples de crimes qui leur seraient reprochés? Oui, et l'analyse est très précise. Un des cas les plus emblématiques, c'est celui d'Ibrahim Koulibaly, surnommé IB. C'était un allié. Un allié de la première heure, un des cerveaux de la rébellion. Mais il serait devenu un témoin gênant, peut-être un rival. Il a été liquidé dans des circonstances, disons, troubles. Une épuration interne en somme. On peut voir ça comme ça. Les témoignages parleraient d'une exécution planifiée pour éliminer ceux qui en savaient trop. Mais le plus sombre, ce sont les accusations de massacre de civils,
à grande échelle. D'accord. Le document décrit des scènes d'une violence extrême, des villages rayés de la carte, des familles décimées uniquement pour leur appartenance ethnique. Ce n'étaient pas des dérapages, donc. L'argument, c'est que non. C'était une stratégie systématique de terreur. Le mot génocide est même utilisé dans l'analyse. C'est une accusation d'une gravité extrême. Oui, et le texte précise bien que ce n'est pas un mot utilisé à la légère. Il correspondrait à la réalité juridique des faits documentés. C'est-à-dire, C'est-à-dire le ciblage planifié et systématique de populations pour leur identité. Les charniers découverts dans l'ouest du pays sont cités comme preuve matérielle de l'ampleur des tueries. Ces dossiers existent. L'offensive de Gbagbo, en fait, ne fait que demander à la CPI de les ouvrir. c'est un point crucial, ça. Il ne crée pas de nouvelles accusations. Il demande simplement à la justice de faire son travail sur des enquêtes déjà menées. C'est subtil. Très. Mais jusqu'ici, on a parlé des acteurs ivoiriens. Sauf que l'analyse ne s'arrête pas là. Elle met en cause très directement la communauté internationale. Comment on en arrive là? Tout commencerait bien avant la crise post-électorale, avec l'échec du désarmement des rebelles. La position de Gbagbo à l'époque était simple. Laquelle? On ne peut pas organiser des élections libres quand la moitié du pays est tenue par des milices armées. Il voulait désarmer les rebelles avant le vote. Ce qui semble assez logique, en fait. C'est du bon sens. Mais la communauté internationale, notamment les puissances occidentales et l'ONU, aurait fait pression pour organiser ces élections à tout prix. Et vite. Et selon l'analyse, cette décision Elle porte une responsabilité écrasante dans la violence qui a suivi. est dans les milliers de morts. Donc la thèse, c'est qu'en forçant la tenue d'élections, alors que les conditions n'étaient pas réunies, on aurait sciemment créé les conditions de l'explosion. C'est l'argument central, oui. Ça permet d'établir une chaîne de responsabilité qui remonte bien au-delà de la Côte d'Ivoire. Et dans cette chaîne, le rôle de la France et de son opération Licorne est particulièrement questionné. Ah oui, les bombardements. Le bombardement de la résidence présidentielle, la destruction de l'aviation ivoirienne, ce sont des actes qui ont fait basculer le conflit militairement et qui soulèvent la question de leur légalité. Est-ce que le mandat de l'ONU permettait ça? C'est la question juridique fondamentale. Mais il y a un point encore plus troublant soulevé par l'analyse, c'est la chronologie. La chronologie. Oui, il faut se souvenir du statut de Rome, le traité qui a fondé la CPI en 2002. D'accord. Le texte souligne que la France a ratifié ce statut avec une célérité inhabituelle, juste avant la crise ivoirienne. Quelques mois après son entrée en vigueur pour la France, la rébellion éclate en Côte d'Ivoire. Attendez. La chronologie est... Oui, c'est troublant. L'analyse suggère que c'était prémédité, qu'il y avait un plan. Elle ne l'affirme pas de manière péremptoire, mais elle avance l'hypothèse d'un plan. L'idée serait que la justice internationale aurait été pensée dès le départ comme un outil. Un outil pour un objectif géopolitique. Voilà, le changement de régime en Côte d'Ivoire. C'est une accusation extrêmement grave de manipulation du droit international. Et ça ne vise pas que la France. L'ONU, l'Union africaine, la CEDEAO, toutes sont accusées d'avoir manqué à leur devoir de neutralité. C'est un tableau accablant. Mais comment est-ce que tout ça peut se retourner juridiquement contre ces acteurs internationaux? C'est une chose de critiquer politiquement. C'en est une autre d'engager des poursuites, oui. Alors, Et c'est là que toute la stratégie devient presque ironique. L'outil juridique utilisé pour accuser Gbagbo, ce fameux statut de Rome, a été promu par ces mêmes puissances occidentales. Exactement. Sauf que ce traité, dans son article 25 pour être précis, ne parle pas que des auteurs des crimes, il parle aussi de leurs complices. leurs complices. C'est-à-dire toute personne ou entité qui a aidé, encouragé ou fourni les moyens de commettre ces crimes. Je vois où vous voulez en venir. Donc, si les enquêtes prouvent qu'un État a soutenu, armé ou financé un groupe qui a ensuite commis des massacres, Cet État tombe lui-même sous le coup de la loi qu'il a contribué à créer. C'est l'effet boomerang. L'instrument se retourne contre ses créateurs. Le chasseur devient le chassé. c'est vertigineux comme perspective. Et l'analyse s'arrête aux États ou elle va plus loin? Elle va plus loin. Elle évoque la responsabilité potentielle des acteurs économiques. C'est-à-dire, Les entreprises multinationales qui ont continué à opérer dans les zones contrôlées par la rébellion. même les entreprises. On parle par exemple des géants du cacao ou des négociants en diamants. Précisément. En achetant des matières premières dans ces zones, en payant des taxes aux rebelles, elles auraient, selon cette thèse, contribué à financer l'effort de guerre. Indirectement. Du coup, quelle est la position de la Cour pénale internationale dans tout ça? Elle se retrouve complètement coincée, non? C'est un bras de fer monumental. C'est le nœud du problème. La crédibilité de la CPI est totalement engagée. Si elle refuse d'instruire sérieusement ces nouveaux dossiers, elle donne raison à ses détracteurs. Ceux qui la présentent comme une justice néocoloniale. Une justice à sens unique qui ne poursuit que les dirigeants africains qui déplaisent. Elle perdrait toute légitimité. Et si elle accepte d'enquêter? Si elle accepte, alors
elle redonne un sens universel à sa mission. Mais elle s'expose à l'hostilité politique et financière de ses principaux bailleurs de fonds. C'est un choix cornélien. Au final, si cette stratégie juridique fonctionne, même en partie, ses implications dépassent largement le cas de la Côte d'Ivoire. Absolument. Le cas ivoirien pourrait devenir un précédent, un modèle. Un modèle pour d'autres pays. Oui, l'analyse suggère que d'autres pays africains où des crimes sont restés impunis, parfois avec une complicité internationale, on pense au Rwanda, à la RDC, au Soudan du Sud, Pourraient s'inspirer de cette démarche. ce serait une nouvelle façon pour les peuples du Sud d'utiliser les propres outils juridiques du Nord pour demander des comptes. Donc, si on résume, on part d'une simple lettre d'un ancien président et on arrive à une remise en cause profonde, pas seulement de la légitimité du pouvoir en Côte d'Ivoire, Non, bien au-delà. mais aussi du rôle joué par les acteurs internationaux et potentiellement de l'avenir même de la justice pénale internationale. C'est exactement ça. Cette démarche force tout le système à se regarder dans le miroir et à faire un choix. Soit elle applique le droit de manière égale pour tous, au risque de déstabiliser l'ordre établi, Soit elle protège ses alliés, et dans ce cas, elle perd définitivement sa crédibilité et sa raison d'être. L'issue de cette bataille se jouera peut-être à La Haye, mais ses répercussions, elles, seront mondiales. l'analyse se concentre beaucoup sur les responsabilités politiques, militaires, juridiques. Elle effleure à peine la question économique avec les multinationales. Oui, c'est un point qui mériterait d'être creusé. Et ça laisse une dernière question en suspens, une question pour réfléchir. Dans notre monde globalisé, si la justice pénale internationale décide un jour de suivre cette chaîne des responsabilités jusqu'au bout, où s'arrête-t-elle vraiment? S'arrête-t-elle aux chefs d'État et aux généraux sur le terrain, ou est-ce qu'elle peut et doit un jour frapper à la porte des salles de conseil d'administration situées à Paris, Londres ou New York, à des milliers de kilomètres des conflits qu'elle contribue, même indirectement, à financer? Dites-moi en commentaire si vous pensez que cette stratégie va fonctionner. Laissez un like et abonnez-vous si cette analyse vous a ouvert les yeux. Et restez connectés parce que les prochains jours vont être explosifs pour la Côte d'Ivoire.